Aujourd'hui, on va parler des liens parasociaux. C'est un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu en ce moment sur Internet, notamment via les dérives que certains youtubeurs ou créateurs de contenu peuvent avoir avec leurs abonnés. Les liens parasociaux, c'est le fait que les gens... Attends, bah tiens, on va trouver une définition directement. Allez, ChatGPT, c'est quoi les liens parasociaux? Comme ça, on aura la définition directement. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir une relation avec une personne, dans le sens un échange, mais qui est unilatéral. Alors, une relation parasociale, c'est quand une personne ressent un lien fort avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment, souvent une personnalité publique, un influenceur, un streamer, ou même un personnage fictif. Ces relations donnent un sentiment de proximité, de familiarité et parfois d'amitié, même si la relation n'est pas réciproque. Elles peuvent être positives ou même négatives. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les trois facteurs qui ont entraîné le... Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont développé énormément les relations parasociales. Et les trois facteurs qui ont donné, qui font naître ces relations parasociales par les réseaux sociaux, c'est d'une part la proximité. On se sent vraiment proche avec les créateurs de contenu, notamment quand ils font des streams, parce qu'on peut directement converser avec eux. Ils répondent à nos messages, donc au final, ils sont extrêmement proches. La deuxième, c'est l'identification par leur style vestimentaire, leur façon de parler, leur style de vie. On s'identifie avec ces créateurs de contenu-là, et du coup, on a l'impression qu'ils font partie de la même niche sociale que nous. Donc du coup, on est pareil pour le coup. Et le troisième point, c'est la fréquence. Quand on voit une personne très fréquemment, parfois on voit même ces influenceurs, les streamers, les youtubeurs plus souvent que sa propre famille, le cerveau ne peut pas s'empêcher de créer un lien. Et donc du coup, on a ces trois facteurs qui sont la proximité, l'identification et la fréquence qui font que ça crée des liens parasociaux. Donc des liens où la personne va s'accrocher, va apprécier le créateur de contenu, alors que le créateur de contenu ne connaît pas directement la personne, hein, puisqu'il y a la caméra entre les deux et il y a les plateformes de diffusion des réseaux sociaux. Ça pose trois gros problèmes pour le créateur de contenu. Tout d'abord, c'est la perte de vie privée, hein, puisque on va avoir une surexposition de sa vie privée qui va être faite au fur et à mesure, soit de manière intentionnelle, soit de manière non intentionnelle. Par exemple, ça peut être, on peut trouver l'adresse d'une personne, l'adresse postale, le numéro de téléphone d'une personne. On peut avoir, sa famille peut être inquiétée, sa famille peut être embêtée par ces relations parasociales. Donc on a une perte de la vie privée. On a toujours une déception de l'audience, du créateur par rapport à son audience. C'est-à-dire que l'audience va projeter sur le créateur de contenu ses attentes, ses désirs, ses rêves, ses ambitions. Et le créateur de contenu, à un moment donné, ne peut pas répondre à toutes les exigences et donc va trahir, entre guillemets, en tout cas va donner le sentiment de trahison à une partie de son audience et de déception. On peut avoir également du harcèlement avec des personnes qui ne savent pas trouver la limite entre juste créateur de contenu, enfin entre c'est un créateur de contenu, j'aime bien son travail et en fait c'est mon pote. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire cette distinction-là et on va avoir du harcèlement puisque quand on a un lien parasocial qui est créé, il vaut mieux être détesté par la personne que être ignoré. Il n'y a rien de pire pour le cerveau humain que d'être ignoré. Et donc du coup, on retrouve ça chez les enfants notamment, mais pas que, hein. Enfin, ça se développe dès l'enfance. Il vaut mieux être détesté et battu par son parent que d'être ignoré. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple des gamins qui font des bêtises, parce que comme ça au moins ils ont un petit peu d'attention. Et à l'âge adulte, ça se retrouve pareil avec les relations amicales ou amoureuses, hein, en pourrissant la vie de son partenaire, eh bien ça permet d'avoir un peu d'attention. Et pour le lien parasocial, en pourrissant la vie et en harcelant la personne, on a un petit peu d'attention. Il vaut mieux avoir un peu d'attention que de ne pas en avoir du tout. Et enfin, pour le créateur de contenu, ça peut créer de la pression et de l'isolement parce que le fait d'être dans cette posture de porte-parole et d'avoir une pression de création de contenu, une pression de devoir répondre aux exigences de son audience, eh bien on finit par s'isoler, on finit par avoir une énorme pression parce que justement on sent qu'on est obligé de faire quelque chose qui à la base nous plaisait simplement pour le fait de faire.
Donc voilà pour les relations parasociales. C'est un terme que je ne connaissais pas et là-dessus j'avais déjà vu des gens en parler, notamment sur ce qui est exposé sur Internet, de toujours réfléchir à qu'est-ce que l'on donne de soi sur Internet, quel élément de notre vie privée on donne sur Internet, son vrai prénom, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, ses relations amicales, ses relations amoureuses. Et on voit notamment de plus en plus en France, de plus en plus de créateurs de contenu qui subissent soit des enlèvements, soit de la pression, soit des cambriolages, soit de la pression sur la famille également pour demander des rançons. Donc effectivement, il y a cette question de quelle part d'anonymat je garde et quelle part d'anonymat je ne garde pas, de toujours réfléchir à ce que l'on donne, ce que l'on ne donne pas, sachant que sur Internet, ce qui est mis euh, reste. Ce qui est mis reste. Donc, quand on expose le visage de ses proches, par exemple, eh bien, c'est retrouvable par des personnes qui seraient mal intentionnées. Quand on met le nom de ses proches ou que l'on met des adresses, eh bien, ça reste. Donc, faire attention un petit peu à ce que l'on met sur Internet, effectivement. Puisque une fois que c'est mis en place, après, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui choisissent d'ailleurs l'anonymat avec le port de masque ou de choses comme ça. On retrouve ça chez les rappeurs, beaucoup avec beaucoup de cagoules, même si aujourd'hui ça a tendance à se standardiser dans le sens où des rappeurs à cagoule, il y en a vraiment beaucoup en vrai, donc ça devient presque une mode qu'autre chose. Et ça peut se comprendre en tout cas cette question d'anonymat. Et je voulais faire un point dans cette vidéo également sur le fait de suivre sa passion. Hier, j'ai fait une vidéo sur comment vivre de sa passion. Est-ce qu'il faut essayer de vivre de sa passion? Pour moi, la réponse, elle est oui, hein, tant qu'on arrive à trouver un moyen de monétiser cette passion-là. Et je regardais une interview de Rick Rubin, qui est un producteur de musique, disons, enfin, où c'est une personne que les artistes vont voir pour son bon goût, parce qu'il a accompagné vraiment beaucoup d'artistes et il sait tirer le meilleur de chaque artiste, on va dire. Il les accompagne là-dessus, il les coach là-dessus, sur le fait d'artistes musicaux. Comment est-ce que l'artiste musical va sortir le meilleur de lui-même, le meilleur de son talent, grâce à lui. Et il donnait des points dans son interview que je trouvais hyper intéressants, je voulais vous partager. Le premier point, c'est de suivre sa passion. Il dit que voilà, si vous avez une passion, il faut le faire. Qu'on ne sait jamais ce qui va marcher. Donc dans le doute, il faut juste faire les choses, il faut juste créer de la quantité, parce que finalement, et essayer d'être le meilleur possible, parce que on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Et là-dessus, dans les vidéos sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé. Donc il faut faire les choses, simplement parce qu'on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Le troisième point, c'est que le talent ne suffit pas face à ce qu'il appelle une éthique de travail. J'ai converti ça plutôt en discipline de travail, c'est-à-dire que le talent, sans effort et sans travail, il va s'arrêter à un moment donné. Et on peut prendre par exemple l'exemple du judo. L'exemple du judo, on a une personne, un judoka très jeune, qui dans son adolescence est très performant, a vraiment un talent pour ça, et du coup n'a jamais appris à faire les efforts nécessaires pour travailler, pour développer ce talent-là. Parce qu'en fait, quand il était jeune, quand il était adolescent, il gagnait toutes ses compétitions sans problème. Et à l'inverse, on a un jeune qui n'est pas talentueux, mais qui est extrêmement travailleur, extrêmement discipliné dans le fait d'appliquer le judo, d'aller aux entraînements, de s'améliorer. Eh bien, quand l'adolescent qui a du talent va passer sur une catégorie où il va y avoir des gens plus doués que lui, il va être complètement perdu et il n'aura pas cette discipline de travail, il n'aura pas cette éthique de travail pour l'aider justement à développer. Et donc du coup, il va être frustré et il va pas continuer. Souvent, il va pas continuer. Alors que la personne qui, dès le début, a eu une éthique de travail, une discipline de travail et qui a dû mobiliser des ressources, de l'énergie, du focus pour pouvoir s'améliorer, et ben cette personne-là a déjà dans son identité l'identité de quelqu'un qui travaille et du coup qui s'améliore au jour le jour et finalement qui sera champion. Là où celui qui a du talent et qui n'a pas travaillé a dû s'arrêter à un moment donné. Rick Rubin nous dit également que la création sera de bonne qualité ou sera bien si elle est personnelle. Et je pense que vraiment, il faut essayer de faire les choses
pour soi. D'ailleurs, c'est le prochain point, créer avant tout pour soi. Il faut faire les choses pour soi, comme on aime les faire, peu importe la critique qui est en face, peu importe si ça donne du résultat ou pas. Il faut juste faire ce que l'on aime faire, comme on aime le faire, et pourquoi on aime le faire, tout simplement. Et le faire en quantité, et puis croiser les doigts pour qu'un jour ça porte ses fruits, même si je trouve que le fait de faire au présent les choses que l'on aime, c'est déjà les meilleurs fruits que l'on peut récolter du fait de vivre de sa passion. Et puis, donc créer avant tout pour soi. Et puis, on lui a posé la question d'où venaient les idées. Et il a répondu que les idées, elles venaient dans le fait de faire, que c'est en faisant, en répétant les actions, qu'on va trouver des choses, qu'on va... il parle même de collaboration avec l'univers, dans le sens où quand on fait les choses, on est peut-être plus conscient, et donc du coup on reçoit des informations, ou peut-être que quand on fait quelque chose, je sais pas, on est peintre, on met un peu plus de rouge qu'avant, et puis hop, on se rend compte que ça fait un nouveau truc, ou alors on essaye de faire un nouveau trait, et on voit que ça fait quelque chose de différent, et petit à petit, en fait, comme ça, on va implémenter des nouveaux outils, implémenter des nouvelles techniques, implémenter des nouvelles idées qui vont faire des choses originales. Et c'est vraiment en faisant que on devient créatif et que l'on est créatif et que on maximise sa créativité. Donc il n'y a pas de secret, il faut vraiment faire les choses que vous avez envie de faire, qui vous plaisent, enfin vraiment qui vous rendent fiers au quotidien, les faire, les faire, les faire, les faire. Trouver, si vous avez comme but de pouvoir vivre de ça, trouver le moyen de diffuser ce que vous faites de la manière la plus simple possible, qui vous demande le moins de contraintes possible pour que vous puissiez le faire de manière répétée. Et puis, vous allez vous améliorer au fur et à mesure et vous allez euh, amener de plus en plus de personnes à vous connaître et à vous aimer. Faites attention aux liens parasociaux dans le sens de ce que vous partagez et ce que ne vous partagez pas. Et puis, vous allez être de plus en plus créatif, avoir de meilleures idées et au final, vivre de votre passion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais une vidéo par jour. Si le concept vous plaît, la chaîne vous plaît, je vous laisse vous abonner, liker et puis commenter. Si vous avez quelque chose que vous faites tous les jours et qui vous fait kiffer et que vous cherchez à développer ça, mettez-le moi en commentaire. Et puis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.